Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonsoir Alain Frachon. Bonsoir Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes éditorialiste international au journal Le Monde, après avoir été notamment correspondant à Washington et à Jérusalem. Votre chronique hebdomadaire dans l'édition du vendredi du Monde est un must-read pour tous ceux qui s'intéressent aux affaires internationales. Et vous signez la préface d'un livre publié par les éditions des Équateurs, 2024, l'année de toutes les menaces vues par la CIA. Un ouvrage composite qui rassemble le rapport issu des conclusions des agences du renseignement américain pour l'année 2024, la restitution de l'audition des responsables de la communauté du renseignement et de la CIA devant le Sénat américain, mais aussi un article important du conseiller à la sécurité nationale américain William Burns. Alain Frachon, d'abord, petit retour en arrière. Que prévoyait la CIA pour l'année 2023 ? Que nous disait-elle, par exemple, des risques de guerre au Moyen-Orient ? Elle ne prévoyait pas, parce qu'ils ne font pas de la prophétie, ils font de l'analyse. C'est de l'analyse le 7 octobre, naturellement. Ni même ce qui s'est passé après le 7 octobre, parce que je pense que les rapports, c'est l'ensemble des rapports des services de renseignement américains, ont été bouclés et mis à la disposition du Congrès, et du public aussi d'ailleurs, avant l'opération israélienne à Gaza. Donc voilà, ça n'empêche pas qu'il parle beaucoup du Moyen-Orient, mais il n'y avait pas ça, sauf un point. Oui. Un point qui dominait le chapitre Moyen-Orient, enfin qui ne le dominait pas, mais qui était omniprésent dans le chapitre Moyen-Orient, et qu'on retrouve cette année, c'est la possibilité d'une guerre avec l'Iran. Alors, soit une guerre directe entre Israël et l'Iran, enfin une guerre directe, il y a 2000 kilomètres entre les deux pays. Du fait de l'enjeu nucléaire particulièrement ? Il y avait le danger nucléaire. Sur le danger nucléaire, je ne vais pas vous dire que c'est sensiblement la même estimation qui est la suivante. Vous voulez, je peux vous la donner maintenant. C'est considérable augmentation des capacités de l'Iran en matière d'enrichissement de l'uranium, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant des centrifugeuses extrêmement puissantes. Ils arrivent à enrichir l'uranium à environ 60%, me demandez pas les détails techniques, mais je sais que pour fabriquer un engin nucléaire, c'est 90 le seuil militaire. Et donc après, vous pouvez y aller plus ou moins vite, mais plus vous rapprochez du seuil, plus ça va vite. En revanche, ils ne décèlent rien qui leur permette de dire que tout le travail qui reste, c'est-à-dire fixer une ogive sur un support, qu'il s'agisse d'un avion ou d'un missile, préparer un essai nucléaire, ils disent non, nous ne détectons rien de tout cela en ce moment. Donc ce qui les inquiète, là où ils insistent, ce sur quoi ils insistent, c'est les capacités en matière d'enrichissement de l'uranium de la République islamique. Ça, vous le retrouvez dans ce rapport. Je précise à propos du Moyen-Orient que vous trouvez à la fin du rapport un historique de la situation en Cisjordanie, du conflit israélo-palestinien, un historique de c'était quoi la bande de Gaza depuis la fin de l'Empire ottoman, et donc il y a d'autres historiques. Un historique de ce qu'est la République islamique d'Iran depuis 1979. Donc c'est assez didactique aussi comme instrument. Quel poids le rapport annuel des agences du renseignement américain a-t-il dans la définition et la conduite de la politique étrangère de l'administration au pouvoir, et en particulier dans celle de Joe Biden ? Alors, dans celle de Joe Biden, je dirais un peu comme dans les autres, sauf qu'il se trouve que le directeur de la CIA, de Joe Biden, est un ancien top diplomate des États-Unis, qui a été 3 fois, je crois, en poste à Moscou, du temps de l'Union soviétique, et puis je crois aussi du temps de la Russie, comme ambassadeur, et qui passe pour être, il a été aussi en poste en Asie, et qui passe pour être, si vous voulez, le grand diplomate américain de notre époque, de ces temps-ci. Il était à la retraite, il venait d'écrire un livre quand Joe Biden l'a rappelé, non pas pour l'envoyer au département d'État, au ministère des Affaires étrangères, mais pour l'envoyer à la tête de la CIA. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a un seul exemple où depuis 1945, le patron de l'agence centrale de renseignement a été un diplomate. Je crois que c'était du temps de Dulles, dans les années 50. Et donc voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez, en tant que patron de la CIA, on le voit sur tous les fronts.
c'est-à-dire qu'il a été un des derniers à parler directement avec Vladimir Poutine. Il est constamment l'homme de la négociation avec le Qatar, avec l'Égypte, avec les Israéliens sur la situation à Gaza. Et lorsque les agences de renseignement présentent leur rapport au Congrès, parce que la loi leur impose ça, non seulement d'écrire un rapport, mais de le présenter au Congrès, en général, si vous voulez, c'est lui qui parle le premier et c'est lui qui termine les auditions devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat et de la Chambre des représentants. Donc je dirais qu'il y a cette particularité avec l'administration Biden et en plus, Burns a une bonne relation avec le patron du département d'État, le ministre des Affaires étrangères, qui est Anthony Blinken. Donc il a là un duo assez brillant et qui a beaucoup d'expérience de la scène internationale. Je dirais que ça compte. Ce que dit William Burns, ça compte énormément. Il fait la préface, là. Et après la vôtre? Oui, après la mienne, si je puis dire. J'ai ce privilège de parler avant William Burns. Peut-être son successeur. Et voilà. Donc, pardon nos auditeurs, je l'ai confondu tout à l'heure avec Jack Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale. Alors, voilà, Jake Sullivan est le conseiller à la sécurité nationale en ce moment. C'est ça le trio diplomatique. C'est Williams, Burns, Sullivan et Blinken. Hein. Et puis, bien entendu, le président lui-même. Parce que n'oubliez pas que Joe Biden a été pendant 20 ans président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Donc voilà. Alors ça compte, oui, bien sûr, ça compte. Il a une expérience des affaires internationales beaucoup plus importante que celle dont disposait Donald Trump ou Barack Obama même avant lui. Absolument. Dans un cas comme dans l'autre. Barack Obama n'a même pas terminé son mandat de sénateur. Puis son premier mandat, j'entends de sénateur fédéral, parce qu'il a été sénateur dans le Michigan, à Chicago. Mais ce sur quoi il a travaillé, je crois qu'il était à la Commission des Affaires étrangères, Obama, mais il a travaillé essentiellement sur le dossier nucléaire et de la prolifération nucléaire. Quant à Trump, à part le business, voilà, mais le business, c'est une forme de relation internationale aussi. Mais à part le business, et notamment toutes ces tentatives de business en Russie, il ne s'est jamais intéressé aux questions internationales. Est-ce qu'il s'est intéressé entre 2016 et 2020 aux évaluations, aux rapports des agences et de la CIA en particulier? Écoutez, en général, lorsque une note arrive sur le bureau du président des États-Unis, je ne veux pas être caricatural là, mais en général, d'après ce que j'ai lu dans la presse américaine, en général, quand une note arrive sur le bureau du président, il doit en lire je ne sais combien par jour, elle ne doit pas faire plus de 5 pages. Et on dit que Trump, lui, avait dit « Moi, au-delà d'une page et demie, je décroche ». Donc, je pense qu'il en allait de même pour les affaires internationales. Mais comme tous les présidents américains, il se fait élire sur un programme intérieur et il est confronté depuis la fin de la guerre froide, tous les présidents américains se font de manière prioritaire élire sur des questions de politique étrangère et se trouve immédiatement confronté à la situation internationale et aux crises internationales. Et Trump a eu sa dose de crise lui aussi. Et ça sera le cas sans doute en novembre prochain. En novembre prochain, il y a une élection. Donc, je ne sais pas, Steve, si on peut parier dès maintenant. Non pas sur sa victoire, mais sur le fait que la campagne se jouera autour des questions internationales. C'est le sens de ma question. Absolument. Elle se joue là-dessus, bien sûr. Elle se joue d'abord sur les affaires intérieures, mais il y a un impact, non seulement de la crise de Gaza, mais aussi de manière plus éloignée, moins directe, parce que c'est plus loin. Ça concerne moins les Américains, mais aussi de la situation en Ukraine et à la frontière avec le Mexique. Et là, c'est tout le dossier de l'immigration. Donc, 3 questions qui sont des questions de politique étrangère lourdes, on peut même dire des crises, et dans un cas, une guerre, 2 guerres même de politique étrangère, seront très présentes et sont déjà présentes dans la campagne électorale, oui. Sans parler de la Chine, on y reviendra tout à l'heure. Alain Frachon, dans votre préface, vous insistez sur l'idée d'interconnexion du paysage sécuritaire que met en avant la CIA cette année. Qu'est-ce qui rapproche la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza du conflit opposant ukrainien et russe? Ce qu'il rapproche, c'est... ce terme est un peu compliqué. Il parle d'interconnexion du paysage sécuritaire. C'est-à-dire que vous prenez les 2 zones de crise avant le Moyen-Orient, que sont le Pacifique
et la volonté d'expansionnisme de la Chine dans le Pacifique, et c'est-à-dire de s'emparer d'un certain nombre d'îlots et de rochers qui ne lui appartiennent pas, mais dont elle considère que ça fait partie de son territoire. Grosso modo, il y a une volonté chinoise, si vous voulez, d'avoir une zone d'influence où elle est quasi souveraine sur les questions de sécurité sur l'ensemble du Pacifique occidental. Évidemment, ses voisins ne sont pas d'accord, pas plus les Philippines que le Vietnam, l'Indonésie ou autres. Et ça, c'est l'aspect conflictuel avec la marine américaine, l'aviation américaine, la marine chinoise, l'aviation chinoise, et on se joue un petit jeu de provocation autour, plus ou moins autour de Taïwan dans le Pacifique occidental. Donc ça, c'est le point qui n'est pas une guerre, mais qui pour les États-Unis peut devenir le point stratégique le plus chaud. Et puis il y a la guerre israélo-palestinienne à Gaza et l'Ukraine, et la guerre russo-ukrainienne. Alors, pourquoi est-ce qu'il explique ce livre, cette analyse, pourquoi est-ce qu'il y a une interconnexion entre ces conflits? Vous pouvez considérer que c'est facile d'imaginer la connexion entre la situation russo-ukrainienne et la situation dans le Pacifique, parce que la Chine est partie prenante de la guerre russo-ukrainienne. La Chine, elle est du côté de la Russie. Elle protège la Russie diplomatiquement à l'ONU. Elle permet à la Russie de passer outre à toutes les sanctions économiques qui sont avec elle. Elle lui achète le gaz et le pétrole que les Européens ne lui achètent plus. Et enfin, elle lui vend des composants d'armes essentiels à l'armée russe en ce moment, et compte tenu du fait que l'armée russe a perdu beaucoup de matériel. Donc, si vous voulez, elle ne livre pas des armes directement, mais elle livre ce qui permet de faire le GPS sur un missile, elle livre tel composant sans quoi vous n'avez pas un char d'assaut, etc., etc. Massivement. Donc, elle est complètement du côté de la Russie dans la guerre russo-ukrainienne. Les Européens le lui reprochent dans toutes les conversations. Les Américains reprochent ça aux Chinois. On dira, on n'améliorera pas nos relations tant que vous n'arriverez pas à user de votre pouvoir sur Vladimir Poutine pour qu'il défende une autre position dans la guerre russo-ukrainienne. Et que vient faire le conflit israélo-palestinien dans cette histoire? Eh bien, le lien se fait de la manière suivante. Si vous voulez, en ce qui concerne l'Ukraine, les Occidentaux, Européens ou Américains, ont du mal à obtenir la solidarité de ce qu'on appelle le reste du monde, le vaste monde. Le Sud global. On dit le Sud global, on dit le Sud global, Asie, Amérique latine, Afrique. Et c'est vrai qu'à l'ONU, il y a eu pas mal de pays africains qui se sont refusés à sanctionner la Russie. Dans le monde arabe, il y a eu aussi quelques pays arabes, notamment l'État des Émirats arabes unis, qui se sont refusés à sanctionner la Russie. Alors, ils ont voté contre l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie, puisque dès septembre 2022, la Russie a annexé le Donbass. Donc dans le Donbass, la monnaie c'est le rouble, la loi c'est la loi russe, le langage ukrainien ne figure plus nulle part, et les musées ont été ou détruits, tout ce qui rappelle le nationalisme ukrainien a été ou détruit ou emporté en Russie. Et donc, quelle a été la réaction des Russes et des Chinois au moment du conflit israélo-palestinien? Les Russes et les Chinois, eux, mènent une bataille très forte auprès du Sud global, de tous ces pays dont on vient de parler, pour réformer le système international dans un sens qui leur soit plus conforme et qui soit plus conforme à leurs intérêts. On pourra en parler plus tard, si vous voulez, sur quels sont les points sur lesquels ils veulent que change le système international. Ils estiment que le système international est beaucoup trop influencé par l'Occident et qu'il faut lutter contre cette influence occidentale. Il faut se battre contre l'influence occidentale. C'est une forme de néocolonialisme ? C'est pas une forme de néocolonialisme, c'est une bataille politico-idéologique. C'est une bataille politico-idéologique, comme il y en a eu pendant la guerre froide, en disant non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec les règles du système international d'aujourd'hui, elles sont beaucoup trop sous l'influence de l'Occident. Et donc, la bataille entre les Européens et les Américains d'un côté, et puis les Chinois et les Russes qui ont scellé une alliance très forte entre eux en février 2022, quelques semaines avant la guerre d'Ukraine, la bataille consiste à mettre de son côté le plus grand nombre de pays du Sud global. C'est-à-dire de leur dire, vous savez, c'est très important ce qui se passe en Ukraine, parce que si on laisse
Vladimir Poutine gagner en Ukraine, avec l'appui des Chinois, ils vont changer le système international dans un sens qui est exclusivement favorable à leurs intérêts et pas forcément aux vôtres. Vous n'avez pas intérêt à ce que la violation des frontières, à ce qu'il y ait une renaissance des zones d'influence dominées par telle ou telle grande puissance. Vous n'avez pas intérêt à tout ça. Sauf que le Sud global, lui, dans le conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe en général, mais là, dans le cas plus spécifique, dans le conflit israélo-palestinien, sa sensibilité générale, pour autant qu'on puisse caricaturer à ce point ou simplifier à ce point, mais sa sensibilité générale, elle est plutôt du côté des Palestiniens. Et donc, vous perdez dans le Sud global l'appui diplomatique, politique et diplomatique dont vous avez besoin dans la guerre en Ukraine. Et c'est ainsi que se fait le lien, si vous voulez, et si je le fais sous forme de slogan politique, je dirais, voilà ce que nous renvoie le Sud global. Vous nous demandez de condamner très fermement les bombardements russes tous les soirs sur la ville de Kharkiv, mais on ne vous entend pas condamner tous les soirs les bombardements israéliens sur la ville de Khan Younis ou de Rafah, et donc, etc. notamment pour cette raison, l'administration Biden pousse pour qu'un accord soit trouvé de manière indirecte entre Israël et le Hamas pour établir dans un premier temps une trêve et la libération d'une partie des otages. Ça, c'est plus large. Là, dans ce livre, vous n'avez que des analyses. L'analyse est celle que je vous ai dite. Nous avons besoin du Sud global. Nous constatons que dans cette affaire-là, le Sud global, dans l'affaire ukraino-russe, le Sud global n'est pas avec nous. Or, il faudrait qu'il soit avec nous pour résister à cette volonté de réviser le système international qui est celle des Russes et des Chinois et dont nous estimons qu'elle aboutirait à quelque chose d'encore plus instable sur la scène internationale. Donc ça ne va pas au-delà de ça. Ça rentre pas dans les détails du conflit israélo-palestinien tel qu'il est aujourd'hui pour des raisons de chronologie, simplement parce qu'on n'en était pas là lorsque le livre a été publié. Mais dans les choix de Joe Biden et les demandes de Joe Biden actuellement, est-ce qu'on peut y voir une application des recommandations, des analyses du rapport ? Bien sûr, ça compte. Bien sûr, ça compte, si vous voulez. Mais ça, c'est pas nouveau. Les États-Unis ne veulent pas être isolés sur la scène internationale dans une affaire comme celle-là. Alors, vous pouvez dire que Biden, lui, a fait son choix. Son choix, c'était Israël est notre ami, Israël est notre allié, Israël a été attaqué, la singularité des événements du 7 octobre n'est pas reconnue dans le monde, mais moi je suis du côté d'Israël, et donc voilà, je fournis les armes qu'on me demande, une sorte de pont aérien qui existe depuis le début de l'opération israélienne à Gaza, et je ne changerai pas de cap, même si en privé, il a exercé auprès des Israéliens, et notamment auprès de Netanyahou. Évidemment, il a multiplié les pressions, et même s'il a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec la manière dont cette campagne était menée. Mais en tout cas... C'est d'ailleurs dès le 8 octobre par rapport au front nord et à la menace posée par le Hezbollah. On va y revenir dans un instant. Oui, alors là, en revanche, vous avez une analyse assez précise de la CIA, là, enfin de l'ensemble des agences de renseignement sur le front nord. Sur le front nord, l'analyse que vous trouverez là, c'est de dire, au fond, les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait un affrontement direct avec l'Iran. Bon, c'est pas le moment, ça déstabiliserait l'ensemble du Golfe. Les Chinois non plus ne le veulent pas. Et le Hezbollah obéit le doigt sur la couture du pantalon dans une histoire comme ça. C'est-à-dire que le Hezbollah, dans une affaire comme ça, n'a pas d'autonomie. Si l'Iran dit on ne tire plus une roquette ou un obus sur les villes israéliennes du nord, qui ont dû être évacuées d'ailleurs, sur ces villes ou ces villages, ces localités, eh bien le Hezbollah ne le fait pas. Si vous voulez, le Hezbollah est intégré au service dans la machine de défense iranienne. Et le rapport justement de la CIA rappelle, et je cite le rapport de la CIA, que Téhéran a pu faire jouer les capacités militaires de son axe de la résistance. C'est son nom à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre, orchestrant des attaques anti-israéliennes et anti-américaines du Liban au détroit de Bab el-Mandeb, tout en protégeant les dirigeants iraniens de conséquences importantes. Est-ce qu'une éventuelle guerre entre Israël et le Liban serait nécessairement à l'infrachaud régional, impliquerait aussi peut-être plus directement l'Iran et ses proxys dans la région contre Israël? Bon, là, on ne peut que spéculer. Là, on ne peut que spéculer sur les formes que pourrait prendre une guerre un affrontement direct entre Israël
et l'Iran. On en a eu un, je vous le rappelle quand même, il y a quelques semaines. On en a eu un, tout de même. Pour la première fois. Pour la première fois, ou peut-être il y avait une opération qui aurait pu ressembler à celle-là un peu avant, mais pour la première fois, on a eu le sentiment que c'était un affrontement direct. Alors il était peut-être mesuré, il était peut-être calculé, j'en sais rien, mais enfin il a eu lieu. De part et d'autre, on a ouvert le feu sur le territoire de l'un et de l'autre. Donc, écoutez, ça se passera où? Ça se passera dans le Golfe. Ça se passera dans le détroit de Bab el-Mandeb. C'est là, la flotte américaine est là. Les Américains ont certainement ciblé la plupart des installations nucléaires iraniennes, sans pouvoir être sûrs d'ailleurs de les détruire. Il faudra une campagne assez longue. Les Israéliens aussi le savent. Écoutez, je pense que là, les Iraniens, eux, ont aussi un grand nombre de cibles. Ils ont tous les États du Golfe, où il y a des bases américaines, le Qatar, le Koweït. Ils ont l'Arabie Saoudite, amis des Américains. Autrement dit, ça prendrait quelle forme? Interruption d'une partie de la circulation du pétrole, et même du gaz naturel. Et donc, une crise mondiale. Ça prendra la forme au moins économique. Je ne dis pas que ça donnera une guerre mondiale. Ça restera probablement localisé. Mais au moins sur le plan économique, vous aurez des répercussions dans le monde entier. C'est ça aussi qu'ils appellent l'interconnexion du paysage sécuritaire. Dans quelle mesure, là, évidemment, c'était pas écrit dans le rapport de la CIA, dans quelle mesure la mort accidentelle du président iranien Ebrahim Raïssi le 19 mai dernier perturbe ou déstabilise le régime et modifie certaines de ses orientations? Alors, dans la mesure où, sur le plan des orientations extérieures de l'Iran, l'homme qui compte, c'est le guide, Ali Khamenei, et l'intendance, l'évolution des prix, du chômage et des questions sociales, c'est le président, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, malgré tout, c'est vous avez quand même le sentiment, non pas d'un régime qui est fragile, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer à la mort de Khamenei. Ce qui compte, c'est la mort de Khamenei, qui est un monsieur qui va vers 90 ans, 86 ans, qui soigne, je crois, un cancer depuis assez longtemps, dit-on, enfin en tout cas disent les services de renseignement. Et lui, le jour où il n'est plus là, il est là quand même, il a succédé à Khomeini, le père de la révolution iranienne en 79, donc il est là depuis très longtemps, plus de 30 ans. Lui, on ne sait pas. Est-ce que le choix du successeur de Raïssi lors de l'élection le 28 juin prochain pourra avoir une incidence sur la succession du guide suprême? Tout à fait, quasiment directement. Parce que soit on recommence un processus qui a ressemblé à celui de l'élection de Raïssi. C'est-à-dire, c'est quasiment le guide qui désigne le futur président. Il n'y a plus de simulacre d'élection. Il y a eu un simulacre d'élection. Les Iraniens n'ont pas été votés. Enfin, ça a dépassé à peine 30%, je crois, du vote. Les Iraniens n'ont pas été votés. Ils ont considéré que le peu de jeu démocratique dont ils bénéficiaient dans le système de la République islamique, on leur avait supprimé. Le régime a évolué de plus en plus vers une sorte de dictature avec à deux composantes, les gardiens de la révolution, qui est un peu l'armée révolutionnaire, et puis Khamenei et son entourage. Et donc, si vous voulez, oui, si on voit qu'à cette élection, à nouveau, le système permet à un réformateur de se présenter, ça peut changer quelque chose. Ça peut changer quelque chose. On peut même avoir à nouveau un dialogue sur le nucléaire, un dialogue plus important que celui qui semble-t-il se maintient aujourd'hui par l'intermédiaire du sultanat d'Oman, mais plus important sur le nucléaire. Bien sûr, ça peut changer la situation. Si on voit qu'à nouveau c'est le guide qui désigne carrément le prochain président, alors ça ne changera rien. On aura toujours une république islamique attachée à son expansionnisme au Moyen-Orient, attachée à la guerre qu'elle mène de façon directe ou indirecte contre l'État d'Israël, on aura la même République islamique. Alain Frachon, dans votre chronique parue cet après-midi dans Le Monde, vous écrivez qu'une nouvelle ligne rouge a été franchie par les Américains et les Européens dans la guerre entre Ukrainiens et Russes, avec la levée par ces deux puissances de l'interdiction de l'usage d'armes occidentales contre le territoire russe. Vladimir Poutine menace depuis de s'en prendre à des intérêts occidentaux via des acteurs tiers. Pourquoi Joe Biden d'abord a pris ce virage que vous qualifiez de tournant dans votre chronique? Je crois qu'il a été convaincu d'abord par la situation sur le terrain. C'est-à-dire que finalement, il se rend compte que la bataille de Kharkiv est très spécifique.
Et la levée de cette espèce d'interdit ou d'embargo qu'il y avait sur l'utilisation des armes occidentales et notamment américaines directement sur le territoire de la Russie est liée à la manière dont se déroule cette guerre de Kharkiv. C'est-à-dire que les Russes bombardent Kharkiv à partir de la Russie. Hein, les rampes de lancement, les types de... toute l'offensive dans la région de Kharkiv est préparée et menée à partir de la Russie. Vous savez, dans cette partie nord de l'Ukraine, il y a 40 kilomètres entre Kharkiv et la frontière. Il y a 40 kilomètres, par moment, il y a moins entre Kharkiv et la frontière. Donc on est vraiment dans la zone frontalière. Et ça, cette réalité de la guerre sur le terrain, ça a pu faire peur aux Américains en se disant on ne sait pas trop ce qui peut se passer à Kharkiv. Après tout, les Russes ont déjà une fois, au début, en février 2022, ont pris à peu près un tiers de la ville de Kharkiv avant d'en être chassés par les Ukrainiens. Mais ça, si vous voulez, ça prenait une telle tournure que je pense qu'ils se sont décidés à prendre cette mesure du fait de la réalité sur le terrain. Si Kharkiv tombait, qu'est-ce qui se passerait en termes d'équilibre des forces entre les deux puissances? Je ne pense pas que Kharkiv tombe. La plupart des stratèges militaires, moi je ne suis pas stratège militaire, mais la plupart des analystes militaires disent que les Russes n'ont pas les moyens de revenir à Kharkiv. Mais je pense que cette bataille concentre des forces ukrainiennes au nord, qu'ils prennent dans le reste, qu'ils prennent dans la région du Donbass, là on n'est pas dans la région du Donbass, à Kharkiv, et que donc ça facilite l'offensive russe dans la région du Donbass, parce qu'on est obligé les Ukrainiens sont obligés de dégarnir leur ligne de défense dans la région du Donbass pour aller assurer la défense de la région de Kharkiv. Donc c'est ça la réalité sur le terrain, plutôt qu'une volonté des Russes de prendre Kharkiv, dont à peu près l'ensemble des analyses militaires, ils peuvent se tromper, hein, mais enfin, a priori, on peut quand même leur faire confiance, disent que ce n'est pas l'objectif des Russes. Je pense qu'il y a un autre objectif des Russes en bombardant Kharkiv. Kharkiv, c'est la deuxième ville du pays, c'est une ville très importante, c'est un centre industriel, intellectuel, universitaire. C'est une très belle ville qui a d'ailleurs été historiquement la capitale de l'Ukraine à un moment. Et je pense que ça manifeste bien la volonté de Poutine de dire « moi, je vais vous rendre la vie impossible » tant que je n'ai pas la tutelle sur l'Ukraine, c'est-à-dire tant que je n'ai pas la tutelle sur le gouvernement de Kiev, tant qu'il n'y a pas un autre régime à Kiev qui soit sous la tutelle du Kremlin, sous ma tutelle. Et ça veut dire ça aussi, la bataille de Kharkiv. C'est je peux vous rendre la vie impossible et ça peut durer longtemps. Je le disais, Vladimir Poutine a menacé hier de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de s'en prendre aux intérêts occidentaux. Comment est-ce que cette menace pourrait se matérialiser? J'y crois pas beaucoup. Je ne vois pas, effectivement, on en parlait avec des collègues ce matin, je ne vois pas trop. Alors ils peuvent livrer, je ne sais pas moi, des armes aux djihadistes dans le Sahel, mais enfin, j'y crois pas, je ne vois pas à quoi ça ressemblerait. Ensuite, il y a beaucoup d'amis de la Russie qui ne sont pas des ennemis de la France dans le monde, la plupart même, et donc je ne vois pas ce que ça recouvre. La seule chose qui me frappe dans cette histoire, c'est que Poutine, en l'espèce, c'est l'incarnation du visage le plus sombre de la Russie. C'est-à-dire que vous ne rayonnez que par la peur, et en diffusant la peur. Volodymyr Zelensky est à Paris. Il signera demain avec Emmanuel Macron 2 accords. Il s'agit de prêts et de dons pour une valeur totale de 650 millions d'euros. Il s'exprimera également devant l'Assemblée nationale. De quoi a-t-il besoin précisément et qu'est-ce qu'il vient obtenir à Paris où il rencontrera également Joe Biden? Il vient confirmer les accords qu'il y a eu. Il y a eu un accord bilatéral entre la France et l'Ukraine. Il y a eu un accord bilatéral entre l'Espagne et l'Ukraine. Il va y avoir un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Ukraine. Ça veut dire quoi, ces accords bilatéraux sur le plan de la défense? Ça remplace pas, par exemple, une adhésion à l'OTAN, non. Mais ça veut dire que vous vous engagez annuellement, sur un programme pluriannuel, à fournir le type d'armement ou le type d'ingénierie ou le type d'instructeurs dont l'Ukraine estime avoir besoin. Donc vous négociez ça et d'une certaine manière, au lieu que les accords de défense soient purement conjoncturels, ça les ancre dans une durée pluriannuelle et c'est une manière de rassurer l'Ukraine sur le soutien des Occidentaux à son égard et de montrer qu'il n'y a pas, et de montrer
aux Russes, au public et aux Ukrainiens qu'il n'y a pas de fatigue occidentale dans la solidarité avec l'Ukraine. Une dernière question, Alain Franchon. L'une des principales conséquences de la guerre en Ukraine, vous le disiez tout à l'heure, c'est le rapprochement entre Moscou et Pékin. L'époque voit s'affronter, écrivez-vous, le camp occidental et un couple sino-russe lié, selon la CIA, je cite, par un pacte d'amitié sans limite. Est-ce que vous diriez qu'on retrouve là finalement un schéma de guerre froide classique, ou est-ce que vous considérez que ce paradigme masque la nouveauté, certains aspects nouveaux de la situation ? Alors, on peut dire les deux, c'est-à-dire que ça ressemble à un schéma de guerre froide, en ce sens que ce couple sino-russe mènent une bataille, ce sont les leaders d'une bataille politico-idéologique dans toutes les organisations internationales, mais notamment dans tout le système de l'ONU, pas simplement le maintien de la paix au Conseil de sécurité, mais toutes les organisations spécialisées de l'ONU mènent une bataille contre l'influence occidentale. Ils veulent changer le système et donc ils mènent une bataille contre les Occidentaux, contre les idées hostiles que véhiculent les Occidentaux, disent-ils. Donc, oui, d'un autre côté, il y a une spécificité quand même et une singularité incroyable, c'est que les économies américaines et chinoises sont étroitement imbriquées. Je vais vous donner 2 chiffres. Pendant la guerre froide, les bonnes années, il y avait des échanges économiques entre l'Union soviétique et les États-Unis. Il y en avait notamment sur les céréales, des choses comme ça. Mais ça se montait par an à $1 milliard dans l'année. Aujourd'hui, les échanges entre la Chine et les États-Unis, c'est $1 milliard par jour. Et l'ensemble des échanges tournant autour de $400 milliards. Et donc ça veut dire que ce n'est pas une situation qui ressemble à la guerre froide, du fait de l'imbrication assez forte et qui reste assez forte des économies chinoises avec une forme de dépendance aussi de la Russie à la Chine. Pardon ? Avec une forme de dépendance accrue de la Russie à la Chine. Cette dépendance, elle s'installe depuis peu de temps, depuis 2 ans à peu près, dans la mesure où, comme les Occidentaux ont quitté le territoire russe sur le plan du business, eh bien ils sont remplacés par les Chinois, qui dominent totalement maintenant le marché russe, qui vendent absolument tout ce qu'ils veulent aux Russes, machines-outils, voitures, tout ce que vous pouvez imaginer, textiles, etc. Et le volume de commerce, les échanges entre la Russie et la Chine a explosé. Est-ce que ça place les Chinois dans une situation de dépendance, comme vous le dites ? Oui, absolument. Certains disent même que... Est-ce que ça place, les Russes dans une situation de dépendance à l'égard de la Chine ? Oui, absolument. Certains même parlent d'une vassalisation de la Russie vis-à-vis de la Chine. Merci beaucoup Alain Franchon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous signez la préface de 2024, l'année de toutes les menaces vues par la CIA, c'est publié aux éditions des Équateurs. Merci à vous et à très bientôt. Merci Steve.